l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous retrouvons Muriel Pic. Vous aviez voulu qu'on vous présente comme une femme de lettres. Et la semaine dernière, nous avons commencé à travailler sur de nombreux sujets, notamment sur votre livre publié avec Anne Weber, Le Petit Atlas des pleurs. On avait également aussi introduit Sebald, sur lequel vous avez consacré un livre collectif. Je voudrais qu'on poursuive en cette question de la mélancolie. Et vous dites une chose d'ailleurs très intéressante à propos de Sebald. Vous dites que le mélancolique n'est pas vraiment un antisocial, quelqu'un qui refuserait le monde ou qui se désintéresserait de la vie politique. Vous dites, c'est plutôt quelqu'un qui résiste à certains modes de socialisation. Vous, par exemple, à quel genre de socialisation vous résisteriez ? Bon, alors, c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser les réseaux sociaux. Alors là, je reçois de l'aide de gens qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui me donnent des exemples magnifiques d'usage des réseaux sociaux. C'est vrai que moi je suis très maladroite parce que je sais pas comment travailler la communication sur ce mode-là. Je suis un peu lente, donc j'ai tendance à résister à ça, à ce mode de socialisation-là, mais j'ai bien conscience qu'il a des potentialités absolument extraordinaires et que pour les générations futures, c'est fondamental. Mais je peux pas m'empêcher de penser que dans des siècles devant nous, parce qu'il y aura des siècles devant nous. On ne peut pas dire que ça va s'arrêter, qu'il n'y aura plus rien après nous parce qu'il y aura une catastrophe écologique. C'est pas vrai. On va se battre et il va y avoir encore des siècles. Eh bien, je pense qu'on va nous regarder un peu comme des gens tête baissée sur des écrans. Alors, on peut faire la révolution, on peut faire communauté révolutionnaire par des messages sur les réseaux sociaux. Bon, en même temps, c'est très surveillé. Ça alimente économiquement tout un monde qui ne me semble pas tellement orienté vers autre chose qu'une société individualiste. Donc c'est vrai que je pense que c'est comme toute forme de progrès, il faut savoir en faire une critique, l'aborder. C'est à double tranchant. Vous dites que vous êtes trop lente, c'est un peu la figure du mélancolique finalement qui a tendance un peu aussi à pétrifier un peu le temps, en tout cas à ralentir, on va dire à désaccélérer, à résister un peu avec ce qui vient. Et d'ailleurs, c'est un peu à contre-pied, je sais pas comment le dire, mais quand vous parlez de la souffrance du mélancolique, finalement c'est pas tant du passé qu'il souffre, vous dites, il souffre, en tout cas il se préoccupe, il a un souci de l'avenir. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette souffrance du mélancolique qui prend pour souci l'avenir ? Il y a une forme d'inquiétude dans la mélancolie, et donc toute inquiétude veut dire désir de voir devant, voilà, de prévenir, de prédire. Il y a quelque chose de divinatoire qui est étroitement lié à la tradition mélancolique. Alors il y a un personnage dans un de vos livres, il s'agit de Jim, qu'on retrouve dans Affranchissement qui est apparu aux éditions du Seuil en 2020. Je me suis attaché moi à ce personnage de Jim. Jim est bossu, il est un habitant de la vie déformée, je vous cite. C'est un homme discret, son stigmate le place déjà un peu au bord de l'humanité. C'est-à-dire qu'il occupe sa vie au milieu des fleurs, des plantes et des timbres. Il touche à une forme de liberté parce que, dites-vous, il est dégagé d'un peu tout, de l'amour et de l'ambition en particulier. Donc Jim a cette passion pour les timbres, c'est une passion d'ailleurs d'hier, une passion pour hier, et quand il tient les timbres dans ses doigts, vous dites, il détient les restes d'un monde en train de partir. Jim est aussi un solitaire, il a, je vous cite, la solennité d'un éternel clochard. Il rejette le présent non en raison du mouvement, mais c'est plutôt à cause de la rapidité et l'incohérence avec lesquelles furent érigés les immeubles commodes et modernes. Bref, le problème pour Jim n'est pas vraiment que les choses ne soient plus comme avant, c'est plutôt que tout soit construit selon la main invisible de l'économie. Alors Jim, quelle est sa virtualité ? Où réside peut-être sa puissance d'altération à ce personnage ? Jim, c'est un rêveur. En fait, c'est ça surtout. Bon, déjà, c'est quelqu'un dont le physique n'est pas du tout en adéquation avec les normes pour aller vite. C'est quelqu'un... en même temps, il a l'air sorti d'un conte. On ne sait pas trop. Le bossu, on ne sait pas. Il fait peur en même temps. C'est un imaginaire comme ça qui est assez... C'est une figure ancienne finalement qui surgit comme ça. Il y a quelque chose d'intemporel, je crois. Voilà, mais qui est aussi attaché à une figure de mon grand-oncle, qui était bel et bien bossu, parce qu'il a souffert de la tuberculose et qui était bel et bien jardinier. Donc j'ai aussi travaillé avec cette figure réelle à laquelle j'étais attachée
pour laquelle j'avais beaucoup de tendresse, justement parce qu'il m'a montré aussi plus jeune une manière de vivre avec ce handicap, avec cette solitude, mais sans que ça tourne à l'amertume ou à la haine de l'autre. Et au contraire, à bien vivre parce qu'on continue à aimer. Et finalement, il était très apprécié. Enfin, il arrivait à... c'était un homme des événements intérieurs, en fait. Un homme des événements intérieurs. Et je crois que c'est très important pour penser le bonheur et pour être heureux. Et là, je parle pas du jardin intérieur, ce stéréotype-là. Il y a vraiment dans le retour à la nature, dans la rencontre dans le savoir observer de la nature, c'est aussi un observateur. C'est un rêveur et un observateur. Ça peut paraître opposé, mais il y a rien de plus rêveur que quelqu'un qui est tout le temps en train d'observer la moindre petite chose. Et c'est vrai qu'il se perd comme ça en digression, en dérive, en métaphore, en association. Voilà, il a quelque chose de ça, ce personnage. Et donc, il est à la fois très intemporel et vraiment pris dans un moment précis, puisque il meurt en 2001. Donc, les timbres, en fait, sont des timbres commémoratifs qui montrent tout ce qui s'est passé le siècle avant. Et il m'envoie, avant de mourir, tous ces timbres. Et en m'envoyant les timbres de l'année 2000, il m'envoie en fait toute l'histoire. Il m'envoie un siècle d'histoire, telle qu'elle peut être produite par une propagande aussi, bien sûr, puisque les timbres sont aussi des objets de propagande. Des objets, comme dit Benjamin, les objets de la culture, ça, il faudrait vraiment le mettre au-dessus sur les portes d'entrée de tous les musées. Les documents de la culture sont aussi des documents de la barbarie. Avoir toujours cette conscience-là, je veux dire, toutes les peintures, toutes les œuvres d'art, je sais pas, qu'on aille au Louvre, voilà, c'est des témoins de la barbarie et de la culture, donc du pire et du plus merveilleux. Et voilà, donc les timbres ont cette double vocation dans ce livre, à la fois de porter de l'imagination, de porter de l'imaginaire, et en même temps de nous confronter à cette histoire chronologique toute faite, savoir si c'est vraiment celle-là qu'on a envie de raconter, s'il n'y a pas d'autres histoires possibles, si... Alors c'est un livre, Affranchissement, qui est vraiment extrêmement dense. J'ai pris beaucoup de temps à le lire, mais c'était un temps joli, un temps vraiment de qualité. Et effectivement, moi, je voyais chez Jim une puissance d'altération très forte. Et il y a une métaphore que vous utilisez, bien sûr, c'est celle de votre titre, l'affranchissement postal pour explorer la liberté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix de métaphore et finalement à quelle définition de la liberté aboutit-on ? Le titre, il joue effectivement sur la question de l'affranchissement postal, qui est en fait aussi une question d'argent, parce que c'est un livre en réalité qui porte sur la dette et sur la manière dont on aliène autrui par la dette, et sur l'idée que la civilisation est d'abord née de la dette, que le système économique s'est mis en place par la dette et non pas par le troc. En fait, la dette apparemment est première, et non pas ça a été le premier système marchand. C'est comme ça que la question de l'argent, de la monnaie s'est mise en place, et non pas par le troc. Alors à cette époque, ce livre, il est nourri en fait par la lecture de David Graeber, qui était un économiste qui est mort il y a quelques années malheureusement, et qui a aussi fait une histoire de l'anarchie, et qui montre dans son livre qui s'appelle Dette, justement, qu'il n'y a aucune raison de ne pas annuler une dette. Et puis, pour moi, cette question de la dette, elle s'est posée quand j'ai retrouvé ces timbres. Je me suis dit, mais de quoi j'hérite ? Quelle héritière je suis avec ces timbres ? Quelle est ma dette ? Qu'est-ce que moi je vais laisser ? Quelle dette je vais laisser ? Encore une fois, au niveau de l'écologie, qu'est-ce qu'on laisse ? On leur laisse des dettes à ceux qui viennent, ou on leur laisse des choses en plus. J'ai comme ça un peu tourné autour de qu'est-ce qu'on doit à l'autre, avec vraiment l'intime conviction que l'amour n'est pas une question seulement une question de dette, et puis que ça n'existe pas au fond. Je dois tout à celui ou à celle que j'aime, ou en même temps, ça n'existe pas, je dois rien du tout. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est la dette telle qu'elle s'est... Et là, j'ai été vraiment influencée par Graeber, c'est vraiment une invention, un système, un mode d'oppression économique, avec tout un système où on pousse les gens à se mettre en dette, à prendre des prêts, toujours pour avoir une vie plus confortable, meilleure, etc. Puis tout le système bancaire, en fait, qui nous aliène, est fondé là-dessus, en fait, sur une croyance, sur la croyance sur la croyance de la valeur, sur la croyance de la dette, et qu'il faudrait faire exploser tout ça, démanteler tout ça. Et voilà, j'ai bien conscience que c'est un projet
qui est difficile à réaliser, mais je crois qu'il faut lui donner voix. Et j'ai voulu lui donner voix à travers l'histoire de ce personnage. Et de cet héritage, c'est un peu comme une capsule de temps, ces timbres aussi. La dette, ça renvoie bien sûr à l'économie, ça renvoie bien sûr aussi au pragmatisme auquel vous opposez, à l'imagination, puisque là encore, vous dites qu'il y a une exigence éthique du regard. Le regard, l'œil, il doit faire quelque chose de la vie. Et la nécessité serait peut-être justement d'étendre le regard, de le densifier par l'imagination. Alors justement, on est peut-être dans une époque dans laquelle les facultés d'imagination sont fatiguées, sont abîmées, sont systématiquement malmenées, peut-être justement par le principe qu'on vient d'évoquer, qui est le principe du réalisme économique, du pragmatisme. Bon, je pense que chacun a une quantité d'imagination absolument extraordinaire et merveilleuse, et qu'il faut simplement donner du temps, donner du désir pour activer, réactiver tout ça. Et c'est vrai que c'est à soi-même de le faire. Personne, qu'il faut vraiment travailler dans cette direction-là, beaucoup plus que le zen. C'est la grande mode du zen, mais en fait, c'est quoi ? C'est pour mieux supporter qu'on doit apprendre à être zen. Enfin, je pense qu'il faut pas supporter, qu'il faut bifurquer à chaque fois. Il faut pas nécessairement entrer en conflit, mais il faut à chaque fois bifurquer. Et pour ça, il faut de l'imagination. Il faut avoir aussi une forme d'agilité. Et c'est vrai que c'est difficile, et que c'est épuisant, et que ça peut être une source d'angoisse. Mais je pense que c'est vraiment fondamental de se réconcilier le plus possible avec notre imaginaire, avec nos imaginaires. Et s'il y a quelque chose qui densifie nos imaginaires, c'est bien la musique. Vous avez choisi une musique de Steve Rodden, A Butterfly Pace Before Me. Before me, and for the first time in the universe, I know that butterflies have neither motion nor color. Just as flowers have neither fragrance nor color, color is what in the butterfly's wings has color. In the butterfly's motion, it's motion that moves.
Nous venons d'écouter une chanson de Steve Rodden. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix de musique ? C'est un morceau que j'ai utilisé pour mon film Bête en miettes, qui a été composé par Steve. Mais en fait, bien avant le film, Steve Rodden, il a disparu en septembre 2023. C'était un musicien merveilleux qui était complètement justement dans l'écoute et la perception. Enfin, il pouvait enregistrer une fleur, il pouvait enregistrer un bâtiment, la neige, voilà. Et c'était une commande, ce film sur l'animal. Et puis il me semblait que ce morceau, qui est en fait une adaptation d'un poème de Pessoa, raconte cet état de quelqu'un dans la nature qui voit passer un papillon, enfin vraiment l'image du rêveur, même enfantine, toute simple, et qui prend comme ça, qui se dilate dans le récit d'une sensation, d'une perception, une sorte de portrait d'un moment ressenti dans ce morceau, et qui est un peu pour moi cet enchantement élémentaire et concret qu'on peut avoir dans le rapport à la nature, à la culture aussi, enfin voilà, c'est cette sorte d'état d'observation et d'étonnement. Comme le film en fait pose cette question de voir, quand on observe le monde, on voit qu'il y a des rythmes différents partout, que chaque individu, alors ça on a ça beaucoup chez les romantiques allemands, c'est vraiment une des grandes thèses des romantiques allemands, on la retrouve chez Rosa Luxembourg qui lisait les romantiques allemands, on la retrouve chez Heinrich Heine, on la retrouve, vraiment c'est le romantisme allemand, c'est vraiment le noyau du romantisme allemand, cette idée qu'il y a que la nature est un ensemble de rythmes d'existence, voilà, sans aucune hiérarchie. Donc c'est aussi un modèle politique et philosophique et poétique en même temps. Et l'idée du film, c'était de dire mais comment on fait pour mettre ensemble tous ces rythmes. Alors après, bien sûr, ça nous emmène vers l'idée peut-être un peu éculée de la grande symphonie du monde, mais sans aller jusque-là, accepter le rythme de l'autre et savoir jouer avec le rythme de l'autre. Et comme j'ai travaillé avec des archives qui montraient, en fait, c'est des films, c'était à la fois des fictions, des documentaires, c'est des archives de films muets des années 20 qui proviennent d'un fonds à Amsterdam. Et là, ce sont les premières images filmées des animaux. Donc c'est encore un regard complètement... on a une caméra, on filme un animal. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas du tout les codes du documentaire, par exemple, qui sont des codes où il y a toujours les mêmes scènes. Il y a la scène de chasse, la scène de reproduction, et puis voilà, pour de la sensation forte, pour du sensationnel, qui n'est pas de la sensation. Et du coup, là, il y a une sorte de regard complètement inédit sur l'animal, et en même temps, une manière de se regarder au miroir de l'animal. Et on voit que l'animal ignore la caméra tout en la percevant. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai monté différents petits fragments. Et à chaque fois, chaque animal filmé a un type de rythme différent. Et c'est comme ça que, voilà. Et le film pose la question aussi du montage. Alors, le montage, c'est mettre ensemble tous ces rythmes. Mais est-ce qu'on va y arriver à mettre ensemble tous ces rythmes ? Pour moi, c'est ça la question écologique, en fait. C'est une question poétique aussi. On va justement écouter un extrait de votre film, Bête en miettes. Chaque fragment animal me pose des problèmes de contact, de tension, de liaison, de fondu enchaîné, de montage, de toucher. Il faut respecter chaque rythme, chaque mouvement, chaque couleur, chaque début d'histoire, chaque amorce de rêve. La difficulté de faire coexister ensemble tous ces mondes. Y arriverons-nous à coexister avec tous ces mondes pour assembler la nature en miettes ? C'est le suspense du film du vivant. Car chaque espèce,
exige de nous un effort sans précédent. Nous orienter dans et pour le monde, pour savoir enfin ce qu'être un animal veut dire. Alors ce film, vous l'avez diffusé en quelle année ? En 2019. En 2019, ouais. Alors, est-ce que vous pourriez commenter c'est votre voix qu'on entend Oui. Est-ce que vous pourriez commenter ce passage ? Oui, alors je me rends compte que là vous avez je vous ai envoyé une version, une première version du film. Donc en fait, si vous regardez le film, vous n'aurez pas exactement ce texte. Vous aurez un texte beaucoup plus bref. Mais c'est très intéressant parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de versions. Donc je finis par avoir des dossiers multiples. Et donc, mais c'est très bien. Mais la version finale dit exactement la même chose, mais de manière plus économe, puisqu'évidemment, à chaque nouvelle version, je retranche cette idée que la nature est une étendue de rythmique, de rythme d'existence. Et à la fin, j'ai prélevé justement la voix de Jean-Christophe Bailly, qui est un auteur qui compte aussi pour moi, et qui donne justement une citation de Novalis. La nature est cette communauté merveilleuse à laquelle nous introduit notre corps. Voilà. Et j'aime beaucoup cette citation et je préférais qu'elle soit dite par quelqu'un d'autre. Enfin, je l'ai récupérée dans un enregistrement. C'est comme ça que je l'ai d'ailleurs rencontrée, cette citation. Et c'est vrai que cette question du corps, et donc de la perception, et donc de la sensation, et donc d'un travail d'orientation dans le monde, est pour moi quelque chose de vraiment important, autant pour écrire que pour penser, que pour imaginer, que pour militer. Pour moi, c'est vraiment le corps est une sorte de boussole, et je travaille le plus possible avec, mais pour penser. Pas seulement, à la fois pour sentir et pour penser. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses complètement indissociables, et j'ai l'impression que notre rapport à la nature, il doit aussi passer l'écoute du monde, la synesthésie. Esthésie, c'est la sensation, donc la synesthésie, c'est une notion médicale et philosophique de la perception du corps propre qui apparaît à la toute fin du 19e siècle, qui n'est pas la proprioception. C'est autre chose, c'est vraiment le sentiment fondamental de l'existence de soi. Elle est indissociable de l'éco-esthésie, c'est-à-dire de l'écoute du monde, de l'écho de ce qui est de l'habitat. Écho, c'est la maison. Et donc les deux, c'est vraiment les deux doivent être en dialectique constante. Donc c'est pas du tout un souci narcissique c'est plutôt le corps comme donnée anatomique universelle, commune à tous et absolument singulière et absolument intime, avec le tact, le toucher, la perception. Je crois que là il y a vraiment une politique à mettre en œuvre par chacun, plutôt dans une perspective écologique, encore une fois, beaucoup plus que le travail de culpabilité avec le tri collectif. Tout ça, bien sûr, c'est tout un ensemble de gestes à apprendre, etc. Mais c'est très souvent culpabilisant. Je crois qu'il faut vraiment être dans une jouissance, en fait. Il faut absolument rester dans une forme de jouissance, mais une jouissance réciproque, qui soit pas assassinat de la nature en même temps. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un contact permanent. Il faut vraiment rétablir ce contact. Et cette capacité d'orientation dans le monde, qui est une capacité de produire de se penser dans le monde, d'avoir conscience de soi dans le monde. Mais je prêche un convaincu, je pense. Oui, absolument. Alors, on arrive malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que je crois qu'on reprendra date pour un autre entretien, mais à la fin de notre entretien, et avant cela, justement, encore dans ces personnes que vous nous faites rencontrer, à l'heure où on se parle, vous allez, va paraître, un livre sur Rosa Luxembourg, une figure qui est évidemment convoquée dans certains milieux politiques, en particulier à gauche. Ce livre va paraître en mars 2025. Il s'intitule Le dernier printemps de Rosa Luxembourg et autres poèmes dramatiques, aux éditions Le Bruit du Temps. Alors je vous propose de lire un extrait, non pas de ce livre, mais un extrait d'une lettre de Rosa Luxembourg qu'elle écrit en décembre 1910. Cette citation, donc, elle est de 1910 de Rosa Luxembourg à Kostia Tsetkin, qui était donc le fils de Clara Tsetkin, des premières militantes féministes. Rosa et Kostia sont amies intimes pendant au moins 4 ans. Il est beaucoup plus jeune qu'elle. Et Rosa donc écrit à Kostia. Elle travaille à l'époque, en fait, elle vient d'arriver... non, elle vient pas d'arriver, ça fait déjà quelques années qu'elle est là, mais elle vit à Berlin.
et elle enseigne en fait à l'école du Parti socialiste du SPD. Et elle a déjà des soucis avec les dirigeants principaux. Elle est une femme, donc voilà, elle peut pas siéger à l'Assemblée, par exemple, puisque c'est une monarchie constitutionnelle à l'époque en Allemagne. Alors, hier j'ai fait mon exposé sur Tolstoï à l'école du Parti, à l'occasion de son 80e anniversaire. Il y a eu une discussion et ça a duré jusqu'à minuit. Je suis rentrée chez moi à 1h et aujourd'hui, je suis épuisée. Anne s'y était. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Korn que j'ai rencontré par hasard à l'école et lui ai demandé s'il allait faire paraître quelque chose sur Tolstoï dans le journal Arbeiterjungen. Non, dit-il. Il n'aime pas ces articles de célébration et d'occasion. Je lui dis que ce n'était pas une occasion, mais simplement le devoir de présenter Tolstoï aux jeunes. C'est justement ce qui ne va pas, répondit-il. On ne peut pas recommander une Anna Karénine à de jeunes gens, car il y est trop question d'amour. Lorsque furieuse, je tapais du poing sur la table et déclarais que de telles opinions ne m'étonnaient pas de la part de sauvages, mais bien chez des gens qui s'estiment être des spécialistes de la culture et de l'art, il me répondit que justement, Tolstoï n'avait rien à voir avec la culture et l'art. Comment ne pas exploser en ce cas ? Quand je vois ce masque de bois rouge et ce gros manteau sur une courte silhouette qui fait l'effet dans sa lourdeur d'une pissetière dans la rue, damnée tribu de sauvages que ces héritiers de la philosophie classique. Et il apparaît que Wendel a écrit dans la Frankfurter Volksstimme un article sur Tolstoï, à peu près dans l'éclairage suivant. Jeune putain, vieille concubine. Ah, parfois je me sens terriblement mal ici et je souhaiterais par-dessus tout fuir l'Allemagne. Dans le moindre village de Sibérie, on sent davantage d'humanité que dans la social-démocratie allemande. Cette lettre, elle est assez étonnante, parce que c'est vraiment une défense de la... Pour Rosa Luxemburg, c'est essentiel, il est absolument essentiel que Tolstoï soit enseigné à l'école, aux jeunes, à l'école du parti. C'est une question politique, alors que pour les autres membres du parti, c'est une vision qui ne correspond pas aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que c'est une vision de la femme, donc Anna Karénine qui va être infidèle et qui va en mourir. Tout ça, c'est un peu comment on perd sa liberté, comment on perd sa vie par amour, et par amour de l'amour. En réalité, c'est ça l'histoire d'Anna Karénine. Et pour quelqu'un comme Rosa Luxemburg, il est absolument indispensable qu'on raconte ces histoires-là. Ça ne représente pas, comme pour les autres membres du parti qu'elle cite dans cette lettre, c'est pas une présentation, une image dépravée de la femme. Au contraire, ça va contre une vision du féminin qui doit être une vision moraliste de la bonne épouse. Qui est bien aussi d'être une bonne épouse, évidemment, dit aussi Rosa Luxemburg. Mais il y a aussi une liberté individuelle et puis surtout enfermer la femme dans cette place-là et puis en faire un modèle du bien-pensant. Elle est complètement contre cette position. Et puis, il y a aussi un enseignement, c'est-à-dire que la question de l'amour, c'est une question politique, mais pour le meilleur, puisque c'est aussi de ça dont il est question quand on cherche à penser autrement le rapport à autrui, le rapport dans la cité. Et chez Rosa Luxemburg, on a vraiment cet humanisme, mais un humanisme qui n'est justement pas cet humanisme de la philosophie classique là dont elle parle. C'est vraiment ce retour à une revalorisation de la catégorie de l'expérience, des singularités, de l'expérience vécue, de l'amour aussi comme ce qui nous sort de nous-mêmes, ce qui donne le meilleur de nous-mêmes, et que ça produit de la joie, et que c'est une source d'extase, et qu'il faut enseigner cette capacité à c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est pas ça, c'est vraiment cette capacité à être heureux, à être dans la joie, qui est une capacité révolutionnaire en fait, parce qu'on n'est pas justement ne pas être aliéné à ces passions basses, au désespoir, à la tristesse. Il faut toujours garder cette joie. Et qu'est-ce qui nous rend heureux mieux que l'amour?
quasiment rien, ces sentiments de transport. Et elle va dire des choses, par exemple, qui pourraient faire sauter sur leur chaise, qui ont dû, à l'époque, scandaliser les membres du parti du SPD. C'est pas pour rien qu'ils l'ont assassinée. Elle a été assassinée par les socialistes, faut pas l'oublier. Ils ont commandité le meurtre. Elle pouvait dire « Je suis pour le luxe sous toutes ses formes et pour tout le monde ». Voilà. Donc il y a comme ça cette idée que dans la littérature, dans l'imagination, dans l'amour, il y a une force de joie. Une force de joie qui n'est pas une force de joie qui consomme. C'est-à-dire, c'est pas seulement ce qui oublie, mais c'est quelque chose qui, au contraire, fait sortir de l'homme. Il y a quelque chose de l'extase chez Rosa Luxembourg, mais une extase qui est non théologique et qui est quasiment, j'ai envie de dire, une extase politique. C'est vraiment acquérir une conscience de ce qu'est être un homme, être humain, parce qu'elle appelle l'amour, parce qu'elle dit par l'attention à l'autre, par l'amour. Il y a vraiment une sortie de soi pour prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'est l'autre. Donc toujours une capacité à ne pas rester dans ses propriétés. Et elle le dit dans ses lettres, elle dit je voudrais fuir les homo sapiens, je voudrais devenir, me métamorphoser, Son désir d'évasion de la prison, il se confond quand elle travaille sur son herbier avec un désir d'évasion de l'espèce humaine aussi, parce qu'elle sait elle sent déjà ce qui va se passer. On est en 14-18, elle est contre la guerre, elle est pacifiste, elle voit ce qui vient. Et malgré tout, ou en dépit de tout, en dépit de l'humanité, c'est son expression, elle incite à la joie quand elle écrit à ses correspondantes quand elle est en prison. Ça, c'est vraiment... pour le coup, il n'y a jamais cette plainte. Elle est toujours en train de les encourager. Jamais elle ne parle de ses propres conditions qui sont en fait extrêmement difficiles d'emprisonnement dans ses lettres. Et on voit déjà cette position qui apparaît dès 1910. Donc déjà, 4 ans avant, elle est déjà en train de se battre contre une manière de faire de la politique qui oublie tout humanisme, qui rationalise le politique et le tient souvent le restreint à l'utile ou à l'économique. C'est comme actuellement, il y a tout ce scandale sur le budget de la culture coupé à 75% en Pays de Loire. Bien sûr, ça fait sursauter tout le monde, mais moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est la France sans la culture ? Qu'est-ce que c'est la France sans les intellectuels ? Puis n'importe quel pays, là je prends le cas de la France avec ça. Qu'est-ce que l'humain sans la culture ? En quoi c'est attractif ? C'est tellement contre-politique. Et puis rendre les gens malheureux, c'est tellement aussi idiot pour que ça fonctionne politiquement, un pays, pour que les gens aient envie de travailler. J'arrive pas à comprendre ce manque de bon sens qu'on trouve justement chez Rosa Luxembourg. En tout cas, il y a une invitation qui est très heureuse, c'est celle de relire Rosa Luxembourg, notamment pour cette question de la joie et aussi, bien sûr, aussi sur ce passage d'Anne Karénine dont on sait aussi que l'amour, sur le coup, a une puissance politique extraordinaire parce qu'il atteint véritablement l'ordre social. C'est un amour qui a aussi cette puissance d'altération. Toute dernière question, très brièvement, c'est une question traditionnelle dans le podcast qu'on adresse à tous nos invités. Qu'allez-vous faire demain ? Demain, je vais préparer une conférence pour lundi, toute la journée. Pour moi, il y a dans l'exercice de la pensée et de l'écriture, il y a une vraie joie. Et puis, je suis jamais seule, je suis toujours avec ceux avec qui je parlerai lundi, et puis ceux qui ne sont plus là, mais dont je lis les livres ou dont je retrouve les traces, et puis ceux qui seront là, ceux qui sont pas encore nés. Enfin voilà, il y a une sorte comme ça de grande communauté, et ça s'appelle la culture. Muriel Pic, merci beaucoup pour cette rencontre. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.